vendredi 6 décembre, la vérité dans la mort. La vérité dans la mort. Comme ça peut être la vérité dans les mots, en fait là il s'agit de quelque chose d'impactant. Donc ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas une énième tournure rhétorique ou autre, il s'agit d'une réalité. La vérité dans la mort, finalement là aussi dans la distance, dans le temps qui éloigne, et dans la distance qui ne cesse de se creuser entre un soi ancien et un soi actuel, entre soi et ceux qui finalement comptent pour nous, puisque c'est ce que nous avons connu. Ce n'est pas que le reste qui est quand même assez conséquent, c'est pas les 7 milliards qui ne comptent pas, tout le monde compte. Mais chaque disparition est une catastrophe et et donc il y a des gens auxquels on pense, on ne sait pas comment y penser. Il y a des gens qu'on a envie d'interroger pour leur demander de se justifier. On sait que cela est devenu impossible. Déjà que de leur vivant, ce n'était pas évident, mais alors, une fois mort, la chose ne se pose même plus. Alors, on est en même temps celui qui interroge et celui qui répond. On tient les deux rôles, finalement. Mais on a quand même, malgré qu'il y ait quelque chose qu'on pourrait reprocher à ces gens, malgré tout, il nous manque. Je pense à quelqu'un en particulier, il avait un pincement des lèvres, j'allais dire un sourire, mais quelque chose qui fait, c'est quelquefois, il y a aussi le regard, mais les yeux, mais il peut y avoir aussi un timbre de voix. Mais je reste sur ces lèvres minces qui m'ont interpellé, qui sont restées. Et côté, et dans un visage rond, très, j'allais dire, très gracieux, enfin un crâne rond, très gracieux, une tête ronde, et presque féminine, tellement elle est quelque peu qu'elle est dans cette rondité qu'on attribue au crâne des femmes. Et il y avait un charme, quelqu'un qui a du charme, de façon naturelle, de façon, j'allais dire, automatique. Alors, ça fait mal de voir que cet être-là, on doit le rentrancher de son carnet d'amitié, son carnet de connaissances. Où est-ce qu'il est? Il est quelque part. On peut le voir, on ne peut pas. On peut lui parler, on ne peut pas. Ah, est-ce qu'on a des nouvelles de lui? Plus de nouvelles, depuis longtemps. Il donne plus signe de vie. C'est fini. Quand on est mort, il n'y a plus rien à dire. On ne crée plus rien. Il n'y a pas de nouvelles à dire, à rapporter du côté des morts. Voilà la vérité dans la mort, cette chose qui nous guette, qui attend de s'emparer de nous. Voilà, mais ce qui est quelque part toujours très concomitant, c'est cette opération autour de la vie elle-même, ces questionnements autour de la vie. Pour vivre, il faut se nourrir d'une autre matière vivante.
qu'elle soit animale, végétale, peu importe, il faut assimiler, il faut incorporer d'autres matières. Et à la fin, une fois que notre organisme a cessé de fonctionner, nous sommes un peu consternés. Et en attendant, on a mis fin tout au long de notre vie à des milliers, voire des centaines de milliers d'existences. Je ne parle pas des bactéries, je ne parle pas des champignons, je parle juste des êtres qui ont une certaine corporéité, qui sont visibles de nous, qui soient des oiseaux, qui soient petits ou grands, qui soient des ovins, des bovins, tout ce que l'on veut. J'ai même goûté à la chair, mais seulement une fois, à la chair de cheval. Donc on peut dire que c'est assez large. Ne parlons pas des poissons. J'avais une appétence pour le congre. Bon, voilà, on peut dire. Je aussi aimé la chair de la murène. Voilà. Frites. C'est assez goûteux. Il y a comme ça... alors la vérité dans la mort, c'est... La chose la plus consternante, c'est cet écart qui s'est créé chez les vivants quant au statut de leurs disparus. Ça mérite un petit récit, puis une fois que le récit est achevé, c'est bon, on passe à autre chose. Un être a vécu longtemps. Peut-être qu'il est même à l'origine de votre existence. Cet être a donné de lui sans compter. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on lui rend? C'est un petit hommage un peu modeste, toujours modeste. Et puis on n'est pas du tout dans le refus ou dans le tempêtement, ou on ne crie pas au scandale. On dit c'est normal. C'est normal, voilà. Et puis après, il est possible qu'on ait décidé de cramer la personne. Ah voilà, c'est fini. Tout est terminé. Il ne reste plus de traces. Les éléments de vie, les possessions de cette personne disparaissent, dispersées, détruites, peu importe, plus rien. On plie la page et on passe à autre chose. Non, voilà la question. Alors, on vit longtemps, on interagit longtemps, on est dans des structures, on est intégré dans des choses, et puis finalement, une fois mort, la vie continue, les choses continuent d'exister en dehors de nous. Nous n'étions finalement qu'un petit chaînon. Mais jamais on peut dire de quelqu'un que sa disparition est une catastrophe qui ne se résorbera jamais. Voilà une blessure, quelque chose dont on ne peut guérir. Il ne faut pas que cela cicatrise. Parce que fondamentalement, ce qui pourrait donner un sens à la vie, c'est de garder un œil sur la mort. De ne pas oublier cela et de ne pas oublier l'état dans lequel l'état des morts. Quoi qu'on fasse, les morts, finalement, on les laisse en dehors de notre vie. Il y a bien entendu des lieux où le mort est enterré dans l'espace même dans lequel il a vécu, dans la cour de la maison, par exemple, comme quoi il devient une partie intégrante de la maison et comme un esprit un peu protecteur des lieux. Il est là, il est juste à côté.
mais nous faisons que perpétuer le souvenir. Cette personne existe de façon pas vraiment très concrète. Ça existe par fragments, ça existe par d'infimes retour. Alors voilà, aujourd'hui on s'en souvient, tiens, je m'en suis souvenu quelquefois, ce souvenir qui revient n'est même pas partagé. Je me souviens de cette personne, ça me prend quoi? Ça me prend quelques secondes ou une minute et demie, et ça y est. C'est refoulé jusqu'à la prochaine fois, et la prochaine fois on ne sait pas quand. Voilà un peu la vérité dans la mort. J'ai vu quelque chose comme ça, des enfants aller enterrer un oiseau, quelque chose comme ça, un être ils allaient l'enterrer ensemble. Et je me rappelle que j'avais guidé les enfants de la maison qui m'avaient suivi un jour comme ça, parce que j'avais décidé d'aller enterrer un pigeonneau qui était à moi et qui est mort. J'avais un petit élevage de pigeons on m'avait offert un couple de pigeons, et les pigeons ont fait des petits, et un des petits est mort un jour comme ça. Et comme j'allais sur la tombe de mon grand-père paternel, et donc j'ai amené le pigeonneau accompagné, je ne sais pas qui, mais c'était d'autres enfants de la famille, et j'ai enterré le pigeonneau à côté du grand-père. C'était ce dont, en fait, finalement, petit, je n'ai jamais été effrayé par la visite au cimetière. On m'a dit, voilà, ton grand-père est là, il est là. Ton arrière-grand-mère, elle est un peu plus loin. Et puis c'est tout. Donc, moi, j'ai pris ça pour argent comptant. J'allais un peu... finalement faire réciter des prières pour l'âme du défunt, et puis c'est tout. Pour moi, je voyais plus les plantes. J'avais un contact avec les plantes qui poussaient dans ce cimetière. C'est ça qui m'interpellait quelquefois. Évidemment, j'avais ces formes géométriques allongées, ces tombeaux, et puis ces stèles. Oh, on m'avait dit qu'il ne fallait pas lire les stèles parce que ça portait malheur, etc. Donc, mais finalement, j'avais envie, en même temps j'avais pas envie, ça me faisait bizarre, cette curiosité, lire quelque chose en rapport avec un mort, ça laisse pas, comment dire, c'est pas quelque chose qu'on désire vraiment, c'est pas une curiosité qu'on va mener jusqu'au bout. On interrompt un peu et on baisse les yeux et on passe. Donc je savais mon grand-père, et finalement je n'ai jamais pleuré, je n'ai jamais imaginé mon grand-père, c'est-à-dire sous forme de squelette. Je n'ai jamais été au-delà de la terre qui le recouvrait. Bon, il était là, je ne sais pas, on m'avait dit un jour qu'il y avait là 2 enfants qui étaient morts en bas âge, 2 petits, c'est vrai qu'il y avait 2 petits tombeaux, ils sont de la famille, mais je n'ai pas poussé plus loin. Donc, cette fréquentation, cette visitation à des morts ne m'a pas rendu, triste ou encore moins morbide. C'est maintenant que je me rends compte à quel point cela est quelque chose de dur, et finalement cette rupture-là est une rupture qui ne peut pas être expliquée, justifiée, cautionnée par quoi que ce soit. Le grand-père, j'ai pas eu le temps de le connaître. Mais c'est toujours comme ça. J'ai eu un grand-père, lui qui a vécu plus longtemps, mais j'ai pas pu le connaître non plus. C'est toujours... En fait,
On dirait que les vivants, tant qu'ils sont vivants, ils ne se soucient pas de leur postérité. Tiens, mon petit, viens que je te raconte des choses parce qu'on ne sait jamais, demain je risque de plus être là, alors autant que tu saches. C'est moi, ton grand-père maternel, voici mon histoire, voici une partie de récit de ma vie, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai réussi, voilà ce que je n'ai pas réussi, voilà. Tu fais partie quelque part de ma postérité, tu fais partie de mon espoir. Alors autant que tu saches des choses, des éléments de ton histoire. Mon histoire est devenue ton histoire. Mais enfant, il est quasi impossible, même jeune adulte, il est quasi impossible d'obtenir ce type de récit. Les gens ne veulent pas s'imaginer mort. Si je me situe en tant que mortel, prochainement mort, c'est comme si j'appelais la mort finalement. Mais les choses ne sont pas liées comme ça. C'est toi qui fais ce type de rapprochement. Dis que tu as peur. Tu as peur. Et alors, c'est pas grave. La peur est naturelle et normale. Mais après, il faut bien que tu meurs. Il faut bien que quelque part, que ton souvenir puisse se perpétuer. Donc, on veut savoir. Je veux savoir. Si d'autres ne veulent pas savoir, moi, je veux savoir. Bon, finalement, voilà. Donc, la vérité dans la mort est ces êtres vivants, mais qui sont morts. Parce que restés inconnus. Ils sont morts du temps de leur vivant. Et puis, les autres, ne parlons pas des autres, qui s'échinent à rester éloignés, à préserver, j'allais dire, leur petit, quant à soi, je ne sais pas, leur petit monde. Je protège mon intérieur, je protège ma privauté, je protège mon intimité, je protège, finalement, je veux disposer de mon temps. Je ne veux pas être interrompu, je ne veux pas être perturbé dans la régularité ou dans le dispositif que j'ai installé pour moi-même. Je ne veux pas créer de perturbations. Mais Mazette, qu'est-ce que tu racontes? Allez, si moi je suis capable de t'amener une idée, un fil d'idée, une suggestion, si je suis capable de t'inspirer en quoi que ce soit, ben profites-en. Profites-en, ne te replie pas sur toi-même. Et puis finalement, on a beau aller vers les vivants gardent leur distance. Alors, que faire? Alors la vérité, dans la mort, donc on est mort, là je reviens à moi, on est mort avant de mourir pour de vrai. On est mort, et chaque instant, évidemment, on pourrait dire ça comme ça, chaque instant va marquer un peu plus cette perspective, va vraiment confirmer cette perspective-là. La mort s'approche de toi. Tu l'entends pas? Et c'est normal que je n'entends pas. En général, elle ne vient pas en s'annonçant. Elle ne traîne pas des casseroles derrière elle. C'est la mort. Elle vient discrètement, subtilissement. Elle vient finalement. Elle aime surprendre. Elle aime prendre les choses comme ça, elle improvise. Elle n'aime pas finalement qu'on décide à sa place. La mort, c'est elle qui décide. Alors, oui, je peux dire que je la sens. Je sens que mon corps est en train peut-être de se décomposer. Que mon corps sent mauvais.
je peux dire, voilà. C'est toujours marrant, cette histoire. Alors on a des yeux. Alors évidemment, le top, c'est les yeux verts ou quelque chose dans ce genre. Et puis il y a les yeux bleus, puis en dernier les yeux marrons et les yeux noirs, autant dire le commun. Alors qu'il y a là l'élite. Il y a ceux qui ont cette nuance ou cette particularité. Mais finalement, qu'est-ce qui doit partir en premier? Évidemment, tout ce qui est système digestif, etc., tout ce qui est organes, mais les yeux, là aussi, doivent se décomposer très vite. Et puis finalement, entre soi, entre le visage qu'on a, et un petit nez, par exemple, très sympa et très inspirant, on a envie de chanter quelque part à la perfection de ce nez, ou chanter la délicatesse de ses lèvres. Et finalement, qu'est-ce qui va rester? Derrière ces lèvres parfaites, ou presque, il y a un crâne. La vérité est que on est porteur de sa mort à tout le temps. On a le crâne qui est là, qui attend finalement d'apparaître au grand jour. Le crâne qui attend, bon, pas le grand jour, littéralement parlant, parce que souvent c'est sous terre. Donc, de toute façon, le crâne s'en fiche, j'imagine. En tout cas, il y a une promesse. Il y a une promesse que ce qui est apparent va laisser la place à ce qui est caché. Finalement, ce qui va triompher, c'est le caché, c'est ce qui ne se montre pas, ce qui se devine un peu. Alors, ça fait la vérité, quelque part, toujours, tous ces gens, ces cortèges qui s'enchaînent, qui, voilà, cortège après cortège, et certains laissent des petits mots, certains laissent des testaments, certains laissent leur dernière pensée, quelque part un lien avec nous, faites une grande fête à ma mémoire, faites la fête, soyez pas tristes. Et puis enterrez-moi quelque part, là il y a une personne qui demande à être enterrée face à un lieu qu'il a aimé, ou alors il y en a un qui décide d'être enterré auprès d'un arbre. Bon, quelque part, je ne sais pas si l'arbre il a son mot à dire dans l'affaire, mais en tout cas, c'est pas grand chose, ces ultimes, finalement, ultimes désirs ou recommandations. Finalement, il y a donc la vérité dans la mort. Je ne sais pas comment on peut s'installer dans le propos, parce que finalement, parler d'une chose qui signifie à la fin la non-chose, qui signifie la dépossession. Et en parler d'une chose pourrait faire penser qu'on la maîtrise. Nommer quelque chose permet un peu de lui donner un visage. Mais la mort, elle n'a pas de visage. La mort, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de but, elle n'a pas de projet, elle n'a pas de bénéfice, elle n'a pas de nationalité, évidemment, elle n'a pas de couleur, elle ne sent rien. La mort, c'est... Alors c'est parce que souvent, la mort, quelquefois, et même souvent, nous laisse sans réaction. On entend parler de dizaines de morts, comme ça, qui arrivent de façon brusque. Ça fait l'actualité à un moment.
et puis ça disparaît, ça laisse la place à d'autres. Bien sûr, on ne parle jamais des petites gens qui partent en silence, et c'est la majorité. On parle d'un être qui fut célèbre de son vivant. Voilà, celui-là, il est cité. Mais, ou alors on parle des anonymes quand ils sont en nombre. Voilà, 17, 20, 25, 10, 12. Quand ça fait chiffres comme ça assez importants, on est obligé. On ne donne pas les identités, c'est pas nécessaire. On dit qu'il y a tant de victimes et ça suffit. Donc comment réagir? Faut-il à chaque fois se mettre à gueuler, à proférer, à insulter Dieu ou qui sait, je sais qui d'autre, à dire c'est injuste, ça ne doit pas se produire, c'est pas acceptable, c'est pas logique, c'est pas normal. Ouais. Logique, pas logique, normal, pas normal, Dieu dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'il vient de faire dans cette affaire-là? Est-ce que Dieu est concerné par cette chose? Dieu. Finalement, la chose la plus, finalement, la plus indifférente à ce qui pourrait nous arriver. Dieu n'est absolument pas concerné par nos petites misères, nos petits accidents. Et quoi? Prétendre, finalement, intéresser Dieu à nos petits tracas quotidiens. Dieu aide-moi, Dieu soit de mon côté. Et simplement, si Dieu, imaginons une situation dans laquelle Dieu se mettrait, par exemple, viendrait au secours, accorderait quelque chose à quelqu'un, ses souhaits ou un de ses souhaits, ben ça pourrait être au détriment de quelqu'un d'autre. Donc Dieu pourrait être qualifié une sorte comment dire, d'un être qui accorderait de façon un peu... Dieu doit rester extérieur à cela. Autre chose s'occupe de régler ces affaires-là. Et tu meurs toi aujourd'hui sans raison, tu disparais, et quelqu'un d'autre qui finalement est dans un état pas possible, ben lui, il reste dans cet état-là, et toi qui étais bien portant, tu disparais alors qu'en fait, peut-être tu étais indispensable au fonctionnement d'une unité familiale ou autre. Tu disparais, tu crées pour l'éternité un manque. Voilà, je reviens sur finalement Dieu dans cette affaire. J'ai pensé ce matin à ces histoires à ce, je ne sais plus comment l'appeler, j'ai oublié le terme, mais ces bouddhistes finalement thaïlandais ou autres qui finalement sont toujours à courir derrière la chance et le succès, etc. Mais un succès, par exemple, d'un côté, ça peut signifier la ruine de l'autre côté. Je veux avoir beaucoup. Peu de gens, j'imagine, demandent à avoir un peu. Juste un peu. Pas énormément. Ce serait un peu le décroissant d'aujourd'hui, des gens qui ont des demandes modestes. Je veux pouvoir manger et habiter quelque part et finalement, je veux pas trop de malheur. Voilà, c'est pas compliqué. Pourquoi je veux le succès? Le succès, ça signifie un peu avoir beaucoup trop pour soi-même. Donc Dieu, dans cette histoire, s'il devait finalement privilégier quelqu'un, ou il pourrait nuire à son statut d'être impartial, d'être finalement neutre.
Dieu doit garder une certaine neutralité dans ses affaires qui sont du ressort des relations des hommes entre eux et rien d'autre. Nous sommes, nous, et aussi dans notre rapport à notre environnement, nous ne sommes pas maîtres de notre environnement. Quelquefois nous l'affirmons, mais l'environnement, il a son mot à dire et quelquefois il le dit de façon quasiment, j'allais dire, quand un ouragan se produit, et ça dépend de son intensité, mais quand il est vraiment très violent, on voit que finalement on est impuissant. L'homme surpuissant, l'homme dominant, l'homme, etc., il est obligé de s'incliner devant la nature et devant finalement sa royale puissance ou sa royale majesté. Après tout, voilà, nous sommes de la nature, nous sommes des êtres naturels, nous subissons ce que subissent d'autres formes naturelles, on croit et puis on décroît. Alors la mort serait un mouvement naturel, voilà, quelque chose de naturel. Souvent, je me suis posé la question, évidemment, question simple. Il y a une graine qui pousse, et elle pousse, elle donne, elle fructifie. Elle ne donne pas la vie, en fait, elle donne un potentiel de vie. Parce que la graine, tant qu'elle est, finalement, tant qu'elle est sous forme, j'allais dire, de graine, elle n'est pas vivante. Elle est en capacité de le faire ou de le démontrer. Et donc, un cycle, le cycle signifie la mort à la fin. Donc, en une seule opération, et puis la mort. Donc il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait acceptable dans ce processus. Oui, par exemple, on pourrait dire, et en plus, pour arriver finalement à l'étape ultime de ce processus, il faut que la plante sèche et finalement soit réduite à quelque chose qui n'a rien de vivant, qui n'a plus rien de vivant. Il faut qu'elle perde toute son humidité, il faut qu'elle sèche entièrement. Et à ce moment-là, on pourrait... L'arbre, lui, ne fait pas cette chose-là. L'arbre donne, et puis finalement, il se perpétue continuellement, alors qu'il y a d'autres formes du vivant qui doivent un peu mourir en engendrant. Voilà un peu la vérité dans la mort. C'est difficile, c'est extraordinairement difficile. C'est qu'on puisse réellement, comme ça, dire ou formuler des approches ou des vérités ou des attendus, peu importe le terme, vraiment très pertinents, très novateurs, qui peuvent finalement servir à d'autres qui sont en quête. Il n'y a rien, il y a juste la chose qu'on reprend, soit la chose qu'on a réussi à mettre en place soi-même, alors on se reprend soi-même, soit qu'on reprend ailleurs, à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire de neuf. La mort existe depuis toujours. C'est ce cycle. Finalement, quand un cimetière, comme je l'ai vu, un cimetière, il y a des endroits, en fait, le cimetière, il reste en place. C'est les morts qui se déplacent. C'est les morts qui s'en vont. Mais on remplace les morts par d'autres.
certains cimetières ailleurs finissent par disparaître. Quand vous avez une indication qui n'est pas fixée au sol, une stèle qui peut finalement tomber, se briser ou être déplacée, et vous n'avez plus tellement, si vous n'avez pas un repère, je me rappelle de ce cimetière qui a été incendié. Voilà, quand des repères étaient, les repères étaient des bosquets ou étaient des sortes de des plantes, je ne sais plus comment on les appelle, des éléments comme ça naturels qui permettaient de se repérer, qui permettaient aussi peut-être d'identifier, enfin de savoir où se trouve la tombe d'un parent. Une fois ces repères disparus, ça devient impossible, quasi totalement impossible de retrouver la tombe du disparu. Alors, on fait une prière collective, comme ça pour tout le cimetière, au lieu de la faire réserver à une personne en particulier. On n'a plus de moyens. Alors, donc, mais dans d'autres circonstances, finalement, le cimetière, dans son intégralité, perd ses repères, il est nivelé, il est ramené au niveau du sol, et au bout d'un moment, il reprend sa place dans le processus de culture. Il devient une terre, comment on appelle ça, une terre labourable, mais une terre arable, ça devient de la terre. Alors on la cultive, et avec le temps, on fait émerger des vestiges, un tibia, un crâne, un morceau, une mâchoire, les choses comme ça. Alors, c'est comme ça. Et la terre et les cimetières se déplacent. Aujourd'hui, cette terre va peut-être servir de cimetière dans quelques temps. On ne sait pas. Quelqu'un va dire, tiens, cette partie de ma terre, je l'offre à la collectivité pour qu'elle puisse l'utiliser comme dépôt de mort, dépôt de sépulture. Alors voilà, donc, lieu de sépulture. Voilà, vous pouvez la prendre, l'utiliser. Je ne sais pas, il va dire pendant 200 ans. Après, la terre reviendra à mes héritiers, bon, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il mettra des conditions comme ça, peut-être qu'il n'en mettra pas. Sa terre est à perpétuité réservée aux inhumations. Mais bon, voilà donc la vérité dans la mort. C'est simple de dire oui, la vérité, la non-vérité. Finalement, la vérité, c'est comment symboliquement on peut dire que je porte le poids de ma culpabilité, je porte ceci ou cela, je porte dans mon cœur des blessures, je porte dans mon corps des cicatrices, je peux, mais je peux dire oui, j'aimerais finalement symboliquement être accompagné par mes morts, les avoir présents avec moi. Non pas pour je ne sais quoi de particulier, simplement j'aimerais qu'il soit présent. Parce que je ne veux pas qu'il disparaisse. Alors un tel, c'est vrai qu'ils ne prennent pas de place. Il pourrait être une centaine, ça ne me dérangerait pas. Un mort, ça ne prend pas de place, finalement. C'est quoi? On pourrait je pourrais, même au niveau de mon espace mental, on ne peut pas dire que ça prend trop de place. Ça occupe un petit espace, tout ce qu'il y a de modeste. Voilà. Je veux qu'il soit là. C'est vrai que ça peut me donner
l'impression d'avoir une sorte de prééminence sur eux. Je peux dire comme ça de façon presque assurée. Ouais, il n'y a que moi qui en soit qui les finalement à force de les convoquer, ils deviendraient les miens propres. Alors qu'en fait, je les partage avec d'autres. Mais je n'ai aucune certitude ou aucune assurance que les autres les appellent aussi. Moi, je les appelle. Alors évidemment, je peux les appeler, ils peuvent ne pas venir. Hein. Simplement. Et cette superposition d'êtres qui sont finalement, voilà le côté le plus déstabilisant dans l'affaire, c'est qu'ils communiquent pas avec moi en fait. On est comme sur deux plans de la réalité. Je les vois s'activer, mais finalement ils sont là à faire la même chose. Ils sont là dans une sorte de répétition. Je ne peux pas les voir dans beaucoup de situations. Alors j'ai en face de moi quelqu'un, il faudrait que je fasse un effort assez inhabituel pour pouvoir, tiens, je te prends avec moi au jardin. On va visiter ce jardin ou ce parc. Tu connais pas, je te le fais connaître. Voilà, regarde cette essence d'arbre, regarde cette eau, regarde, voici le nom de cette rivière ou de ce fleuve, voici, regarde, il y a là un oiseau qui est là, voilà, regarde-le, il a cette couleur-là, tu vois, cet oiseau, il ne voyage pas, il passe l'hiver ici, il est là, voilà, regarde comment il vit, comment il regarde les gens. Regarde les gens, regarde. Tiens, je vais te présenter quelqu'un. Tiens, je vais te faire visiter un lieu qui est important pour moi. Ça, c'est une chose que je ne fais pas. Alors, évidemment, je ne peux pas embarquer tout le monde. Je vais embarquer une personne en particulier. C'est vrai que quelquefois, moi, je peux encore marcher debout. Elle a du mal à se déplacer. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas lui ordonner sa jeunesse. Et je ne l'ai pas connue quand elle était jeune. Je l'ai toujours connue, la tête, le dos courbé, les jambes un peu fatiguées. Je l'ai toujours connue fatiguée. Alors je ne peux pas vraiment lui imposer de me suivre. Alors je vais ralentir un peu pour être à sa hauteur, tout doucement. Je vais ralentir le pas et je vais lui dire si peut-être qu'elle n'entend pas bien, peut-être qu'elle ne voit pas très bien, alors je vais devoir parler fort, je vais devoir décrire ce que je vois. Vois-tu, cette eau, elle vient de très loin, voilà, la source, et ce fleuve-là, il est vraiment... Il est là, il marque l'histoire de la ville, etc. La ville, c'est construite autour de ce fleuve, et voilà, et je te montre comment il était il y a un siècle, il y a 2 siècles, voilà, vois-tu, voilà, voici les lavandières, voici les ports, voici, aujourd'hui c'est vide, mais avant c'était très, très rempli de monde. Regarde comment les choses changent, la ville se transforme, comment... Regarde la tête des gens, et tu vois, ils sont en bonne santé, ils ont l'air heureux. Ouais, ouais, oui, ils sont heureux, je peux te le confirmer. Ils sont heureux, les gens. Est-ce que toi, tu es heureuse? Est-ce que tu passes un bon moment? Est-ce que tu trouves ça agréable de te promener avec moi? Moi qui suis ton descendant,
il me plaît beaucoup de pouvoir t'avoir de mon côté. C'est vrai que je suis une sorte de... Je varie un peu et quelquefois je me dis tiens, je vais prendre de la force auprès de mes aïeux. Je me dis ils sont à mes côtés. Ils me protègent, ils veillent sur moi. En même temps, j'ai du mal à m'en convaincre. Alors je cède à une sorte de vanité, vanité superflue. En fait, ma vanité, c'est de céder un peu devant les contraintes, devant les choses qui me dépassent. Je me sens dépassé, je me sens finalement... je sens que je n'ai pas le contrôle sur quoi que ce soit et j'ai tendance plutôt à prendre ça très mal. Alors rassure-moi, tu tiens à moi, tu tiens à ce que quelque part je sois heureux. Mon bonheur à moi et ton bonheur à toi aussi. Nous partageons cela, nous vivons cela, nous ressentons cela à travers nos états différents. C'est vrai que tu es plus physiquement présente, mais mentalement, tu l'es toujours. Mentalement, je communique avec toi, je m'adresse à toi, je vis en ta compagnie. C'est la difficulté. Alors on fait venir qui après, qui vraiment mérite d'être plus présent qu'un autre, qui est l'être le plus, le meilleur accompagnateur, le meilleur finalement voilà donc la vérité dans la mort. La vérité est quelque part dans cette chose qui nous échappe, parce qu'elle nous échappe. Continuellement, nous sentons que quelque chose est en train de nous être ôté. Alors quoi? Que finalement on a porté avec nous un désir et on attendait et on était, comment dire, on attendait une promesse. La promesse n'est pas venue, le désir ne s'est pas réalisé, et plus le temps passe, plus ça devient évident, il n'est plus question d'espérer ou d'attendre. Il n'est plus question de désirer. Plus ça va, plus finalement le sentiment de quittance, le sentiment de départ se fait plus vif et plus sûr. Je sens que je suis en train de partir. Alors évidemment, je ne vais pas mourir seul. Je ne vais pas... Toutes les choses que j'ai en moi, toutes les situations, tout ce que j'ai finalement pu sauvegarder. Et tout cela va s'éteindre avec moi. Alors, je lutte contre cette extinction assurée en parlant comme je parle, en faisant un peu contre toute raison, en faisant un peu de la résistance. Résiste. Je lutte contre la dissolution et contre la disparition corps et bien et tout, la totalité. La totalité, ce n'est pas que le physique, c'est les choses métaphysiques ou hors du physique. Le souvenir n'est pas quelque chose de physique. Il est une sorte
c'est la chose qui n'a pas de densité. Ou alors, quelquefois, elle l'a, mais généralement, ça n'a pas de densité. C'est quelque chose d'éthéré, c'est quelque chose de presque sans poids, ça comment dire, on peut pas on peut pas le transformer en quelque chose de, de concret, en quelque chose d'existant. C'est un souvenir. C'est ça, son état est un état qui est maintenu de façon un peu, c'est pas superficielle, maintenu avec pas grand chose. Il se maintient de façon presque miraculeuse. Alors combien de souvenirs sont perdus? Il en reste quelques-uns, mais c'est évidemment la partie infime de ce que nous avons vécu. Il me reste, pour une personne, il me reste peut-être un souvenir un peu brumeux. Pour une autre, c'est un peu plus clair. Mais c'est une situation. Ou c'est une situation plus quelques petites choses. Alors c'est des fragments, ou c'est même pas... C'est un fragment de vie. Un morceau, un instant. Est-ce qu'on peut vraiment vivre avec ces... et pouvoir tenir avec ces choses si peu finalement si peu, je sais pas comment le dire. En tout cas, la vérité dans la mort, c'est comme ça, on peut être préparé. C'est quelqu'un, un écrivain turc que j'ai entendu, qu'il avait demandé à ce qu'il soit enterré auprès d'un platane, je sais pas. C'est cette chose-là qu'il faut apprendre à parler au passé. Qu'il faut considérer les choses avec un certain détachement. Qu'il ne faut pas, chaque fois que la mort et la question de la mort est soulevée, chaque fois qu'on y fasse allusion, chaque fois que cela se produit, il ne faut pas un peu se retrouver en plein désarroi. Il faut maintenir une certaine apparence de calme et de détachement et de réalisme. La chose affreuse, c'est accepter. Accepter que les choses innommables aient pu exister. La mort affligée ou infligée avec sans raison, comme ça, de façon... la mort, toutes les morts prématurées, tous les gens qu'on a tués pour un motif ou un autre. Accepter cela, c'est cela être réaliste, c'est cela être normal. C'est de ne pas dire que cela a été affreux et ce côté inacceptable devrait le rester. On devrait toujours on pourrait faire une sorte de jour ou de deuil universel en mémoire à tous ceux qu'on a sacrifiés pour une raison ou une autre. Tous ceux qui ont été privés de leur espérance et de leur droit à vivre. Après, on peut aller aussi penser à ceux qui ont été traumatisés, qui ont été touchés dans leur chair, qui ont... Voilà. Il y a plusieurs niveaux à cela. Donc, vivre avec la mort et finalement en faire une sorte de compagnie ordinaire. La mort est quelque chose d'ordinaire et la seule chose qui peut un peu faire mal, c'est de savoir que
peut-être qu'on n'aura personne pour se souvenir de nous. Et le souvenir est quelque chose, bien sûr, d'immatériel, mais quelque chose de très important. Se souvenir. Peut-être regretter, là aussi, regretter, peut-être aussi dire merci. Merci peut-être d'avoir existé, ou d'avoir dit quelque chose à un moment donné, ou fait quelque chose. Merci pour cet acte. Oh, ce n'est qu'un acte, mais il fut très important dans ma vie à moi, très déterminant. Voilà, merci d'avoir finalement, de m'avoir légué quelque chose. Alors en cela, je serai toute ma vie je serai un obligé. Je devrais toujours reconnaître cela. J'ai une dette envers vous. Peut-être la dette suprême, c'est de pouvoir me sentir vivant. C'est grâce à vous que je suis là. Est-ce un don? Ce don qu'on m'avait fait, c'est un don heureux ou un don malheureux? Je n'en sais rien. Est-ce la vie, est-ce qu'elle vaut le coup, etc. Je ne trouve pas que cela soit vraiment très, très important de le poser ainsi. La vie, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien. Pourquoi dire c'est pas bien? Et à la rigueur, il faut pouvoir comparer. Si on avait accès à la non-vie, on pourrait dire, voilà, au néant, on va dire, voilà, c'est mieux la vie que le néant. Mais voilà. Je sais que finalement, c'est pas réellement, je peux pas dire, c'est pas un jeu dans lequel on est toujours rétribué selon son mérite. C'est pas vraiment, il y a quelquefois on est mis en difficulté et on peut perdre beaucoup, on peut avoir beaucoup de choses comme ça difficiles, mais il y a des moments de répit. Alors ces moments de répit, puisque je suis un être fondamentalement émotionnel, fondamentalement réactif, alors il y a des moments où j'obtiens des retours sympathiques, des retours, j'allais dire, qui m'accordent une jouissance, qui m'apporte, qui m'alimente en espoir, ou j'en sais rien. En tout cas, la vérité dans la mort, je vais arrêter. Ce n'est pas facile de traiter comme cela à brûle-point de quelque chose comme ça. Et on a envie, évidemment, pour rendre hommage, on a envie peut-être, on voudrait peut-être se mettre en silence, se mettre dans une situation profondément recueillie. Et là, évidemment, rendre hommage en s'inclinant. Rendre hommage. Et finalement, on voyait un petit quelque chose. Alors, petite idée, comme ça, un petit message. Message d'un descendant à son ascendant. Je suis je ne sais pas comment le dire, ce message. Je sens que j'ai pas l'inspiration. Mais en tout cas, comme ces petits messages qu'on dépose, un peu qu'on pourrait déposer un peu comme ça, sorte de jeu, de piste,
j'aimerais déposer des messages que je n'arrive même pas à formuler, un peu à mes morts, adressés à mes morts, et je pourrais les laisser chercher. Il y a là un message. Souvent, évidemment, ça va être des messages quelque part pas un peu mi-figue, mi-raisin. C'est vrai, je te remercie en même temps. Je vis, tu m'as mis au monde, tu as participé à ma mise au monde, et ce monde, ben, finalement, c'est pour que j'apprenne le regret, pour que j'apprenne ce que c'est que la mort. Je ne sais pas si c'est une leçon réellement indispensable à un vivant. Je suis dans le monde et je dois en continu faire avec les regrets qui s'accumulent, et avec les défaites, et avec les choses qui se font de plus en plus inaccessibles. Voilà un peu, je suis partagé. Je ne sais pas si je dois remercier ou pas, si je dois me sentir redevable ou pas de quelque chose. Qu'est-ce que je dois souhaiter? Qu'est-ce que je dois dire? Alors la vérité dans la mort, c'est ce côté un peu attente. Attente du jour du jugement dernier. Attente de la résurrection. Il y a des gens qui attendent sagement, sans se manifester, sans dire quoi que ce soit, sans élever la voix. Ils attendent. C'est vrai qu'il y en a qui attendent depuis longtemps, très longtemps même. Alors c'est pour quand? C'est dans combien de temps? Le jour du réveil, le jour de la... Ça va prendre combien de temps? 1000 ans, 10 000 ans, 10 millions d'années. Au bout de 10 millions d'années, il va rester quoi de moi? Qu'est-ce qui va pouvoir servir comme point de départ à ma résurrection si je disparais complètement? Si plus rien ne subsiste de moi, même pas le plus petit fragment, comment je vais pouvoir réussir à ressusciter? Ah, évidemment, on peut se demander la résurrection des corps, la résurrection de quoi? De l'âme? J'en sais rien. Est-ce que l'âme est mortelle ou immortelle? J'imagine qu'on va me répondre immortelle. Donc il y a là une question. Il y a là une question, il y a là toute une série de questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais ce qui désespère quand on a un mort qui se retrouve très loin de nous, à des milliers de kilomètres, ou alors au fond de la mer, ou dans l'espace, peu importe. On sait qu'il y a quelque chose qui le rend vraiment lointain. Mais quand on a un mort juste à côté, et plus encore, quelqu'un qui ne se déplace, il ne se déplacera jamais. On va dire, tiens, il a déménagé. Ça ne déménage pas un mort. Alors, on peut aller lui rendre visite. Mais on ne peut pas faire plus. Je rends visite à quelque chose que je ne sais pas comment nommer. Je rends visite au corps, je rends visite à l'âme, je rends visite à la terre, je rends visite à ce qui reste. Mais qu'est-ce qui reste? Est-ce que je peux voir ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Quelque chose qui ressemble encore à l'être que j'ai connu? Ou est-ce qu'il ne reste pas grand-chose? Qu'est-ce que cela signifie?
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, la vérité, elle est finalement dans ce perpétuel questionnement, cette perpétuelle quête d'un sens qui serait caché dans les plis du temps ou des plis du destin, dans les dessins de Dieu ou je ne sais quoi. Quelque part, il y a peut-être une réponse. Et peut-être il y a quelqu'un qui pourra donner les éléments, fournir les éléments qui nous manquent. Ou peut-être il n'y a aucune légitimité à se poser en tant que personne demandant à ce qu'on lui réponde. Peut-être que l'humanité ou le règne vivant n'a pas. C'est peut-être que les choses se passent à un autre niveau, et ce niveau-là, finalement, je dois avouer que je ne peux même pas l'imaginer. Alors, quant à l'expérimenter, c'est hors de question, mais l'imaginer. Avec tout ce que j'ai essayé d'entreprendre comme prospection, ben finalement, il y a je ne suis pas allé très loin. Je dois dire que je me heurte à quelque chose d'infranchissable. Je suis ramené par mes habitudes, par ma constitution de vivant, finalement, par mes limites intellectuelles ou limites mentales, toujours à la même chose. Je ne peux pas voir ce que mes sens ne peuvent pas approcher d'aucune manière, Comment visualiser ou avoir une petite idée de ce qui est finalement. Et Dieu sait que j'ai eu accès à plein de j'allais dire, à plein de gens qui ont cherché à briser briser ce voile. Et le voile est toujours là. Il est finalement, il ne peut pas être. Il y a un dévoilement qui n'aura pas lieu. Simplement, ça va rester comme ça. Chacun a sa place. Et chacun finalement est obligé de tenir compte de ses limites. Alors la vérité dans la mort, c'est l'aveu d'une série d'impuissances, une série de comme ça d'impasses que simplement on est là, on est là, on lève les mains, on s'avoue vaincu, et voilà, plus de résistance, plus de réclamation, plus de revendication, plus droit à rien. C'est comme ça. La vérité, dans la mort, c'est un être, ou d'autres, plusieurs êtres, peu importe, qui sont laissés un peu à leur désœuvrement, voilà, je suis un être désœuvré, et en tout cas, pour finir, je remercie finalement, j'emprunte beaucoup à ma vie passée, et je remercie finalement un territoire d'avoir existé. Ce territoire dans lequel j'ai vécu un tiers de ma vie, finalement me fournit en possibilité imaginative, en référence, en inscription, de façon beaucoup plus
beaucoup plus dense et beaucoup plus riche que mon lieu de vie actuel, mon territoire actuel, qui est le mien depuis bientôt 40 ans, mais qui finalement ne... Non, c'est plutôt un territoire blanc, un territoire dans lequel il n'y a rien. C'est un territoire vide, en grande partie, il n'offre rien, bien sûr. Il n'offre rien qui puisse finalement me permettre de me sentir porteur de quelque chose de supplémentaire. Alors, je reviens vers cette terre qui est devenue lointaine, je reviens vers mes morts qui sont là-bas, je reviens vers mon départ qui est là-bas, et finalement ma fin sera peut-être là-bas aussi. C'est malheureusement, c'est comme ça. Et évidemment, on cherche. Je chercherai peut-être un territoire, un autre territoire, s'il pouvait en exister. Un ailleurs plus prometteur que mes anciens ailleurs, mais j'en sais pas, j'en sais rien. Et un ailleurs qui me permettrait d'accéder à un niveau j'allais dire, de faire une sorte d'ascension, de progresser dans la compréhension, même si finalement je sais que cette progression devra s'arrêter un jour par manque de capacité et de compétences. Ma compétence à comprendre le vivant est limitée de par réellement mon essence même. Mon essence ne peut pas ne peut pas m'accorder cette possibilité-là, parce que pour comprendre quelque chose, il faut pouvoir finalement la voir de loin, et je ne peux pas finalement m'auto-observer, je suis, chaque fois que je parle, c'est mon corps auquel je suis lié qui parle, ma tête qui parle, et je ne peux finalement m'en abstraire, je ne peux pas les neutraliser dans cette affaire-là. Ils sont en permanence présents et déterminent les mots que je peux, les choses que je peux dire et les mots que je peux énoncer. Voilà donc une énonciation qui est comme ça, voilà, un peu un moment, comme une sorte de petit moment que je me suis accordé, un moment avec moi-même et en même temps un moment entre deux, comme avec cette lumière qui est un peu grise, un peu particulière. Ce n'est encore le jour, c'est pas tout à fait la nuit, mais c'est, voilà, je suis dans une situation un peu, et je me sens, j'ai mon corps qui me permet de me déplacer, c'est déjà quelque chose. J'ai pas de douleur, c'est encore c'est bien, mais en même temps il y a comme un mal, j'allais dire plus profond. Il y a un vide, il y a des vides, 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 il y a des absences, 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 il y a des absences. Tout le monde est absent, tout le monde a disparu. On pourrait dire le monde entier a disparu, la réalité a disparu.